Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus dans cette émission qui fait la rétrospective de l'actualité internationale hebdomadaire sur Canal 7, 77 News. Au sommaire de ce numéro, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, d'où nous tirons la photo de la semaine avec la condamnation à 20 ans de prison pour Simon Gbagbo et d'autres peines pour ses co-accusés. Le fait diplomatique nous conduira au Nigeria. Le pays entretient depuis le week-end dernier une brouille diplomatique avec le Maroc autour d'un appel téléphonique de Goodluck Jonathan à Mohamed VI. Le fait sanitaire concerne la Guinée. Un premier vaccin contre Ebola, le VSV-EBOV, en cours d'essai, a été administré à une cinquantaine de personnes mardi. Un premier pas vers la victoire contre cette maladie. Le fait culturel de la semaine, c'est ce qui concerne la musique. Un concert organisé à Douala pour encourager les réfugiés centrafricains à retourner au bercail, alors que la situation tend à se stabiliser. Enfin, le fait sportif tiré de l'exploit réalisé par le Paris Saint-Germain à Stamford Bridge de London en tenant en échec Chelsea lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne. Les journalistes Marie-Angèle Ngono, Uriel Abaga et Roland Djako se succéderont sur ce plateau où je me trouve déjà avec Michel Épée, l'éditorialiste. Dans 5 minutes, nous passerons la main à Aziz Maïga pour le journal télévisé de 20 h. Tout de suite, voici donc la photo de la semaine. Retour sur ce plateau. Bon, ce ne sera pas cette photo, hein. On revient sur moi. Retour sur ce plateau, Michel Épée, bonsoir. Bonsoir, Cardo. Uriel Abaga, bonsoir. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour discuter de l'actualité tout au long de la semaine dernière. Et donc, cette photo de la semaine, il y en aura 3, 4 qui concernent Simon Gbagbo. Vous le savez, la cour d'assises d'Abidjan a donc condamné l'ex-première dame de Côte d'Ivoire à 20 années de prison, 2 fois, plus que ce qu'avait requis la défense et la partie civile et le procureur général. C'est dire si Simon Gbagbo ne peut pas participer aux prochaines échéances électorales. D'abord, comment appréciez-vous cette condamnation, Michel Épée? Mais écoutez, je vais faire un commentaire beaucoup plus général. C'est la fin de partie d'une dame déception. Et quand je dis dame déception, je ne me situe pas sur le prisme du jugement de valeur. Je vais simplement dire qu'il y a eu plusieurs Simon Gbagbo. Il y a eu Simone Gbagbo, brillante militante, qui a conduit le Front populaire ivoirien, dont elle est l'une des fondatrices, et son mari a conquis le pouvoir. Il y a eu la femme politique. Et dans la femme politique, il y a eu 2 périodes. Il y a la période où elle a contribué à fonder l'État FPI, je dis bien l'État FPI, et puis il y a eu la Simone Gbagbo radicale, dont le parcours a conduit elle et son mari à la fin qu'on connaît en 2010. Et maintenant, dont il y a la fin de partie de l'accusé de tous les maux, et qui va sûrement sortir piteusement de l'histoire. Et j'espère pour elle que la postérité ne retiendra pas que ce dernier épisode, c'est-à-dire des 20 ans. Uriel Abaga. S'il faut se tenir sur la base des faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels d'ailleurs elle a été condamnée, je crois que je ne vais pas aller jusqu'à dire que la justice a vraiment été équitable, mais je ne vais pas contester le jugement de la cour d'assises d'Abidjan parce que c'est quand même des faits de xénophobie, de crimes contre l'humanité, de plusieurs exactions graves qui lui ont été reprochées. Maintenant, sur le fait de l'équité, sur le fait de la rigueur tout au long du procès, je crois que ça va être un autre débat qui va alimenter beaucoup de conversations dans les mois et dans les années à venir. Effectivement, d'autant que plusieurs observateurs ont remarqué l'absence de preuves qui pouvaient accabler l'ensemble des accusés et des co-accusés de Simon Gbagbo. Est-ce qu'on peut quand même avoir... on peut se demander si Simon Gbagbo, une fois encore, peut faire appel de cette décision, Uriel? Déjà, dans le code pénal de la Côte d'Ivoire, les décisions prises par la cour d'assises ne peuvent pas... On ne peut pas interjeter appel pour les décisions prises par la cour d'assises. Mais je crois que la stratégie qui serait adéquate pour le camp
Laurent Gbagbo pour le FPI serait d'essayer d'amener ce procès en cassation. C'est la seule hypothèse dans laquelle ils peuvent faire appel de cette décision. Michel Épée. Écoutez, je Il nous reste juste 2 minutes. Hein, je déplore le fait que tout au long du procès, il n'y a pas eu d'équité. Je pense qu'en dépit de tous les crimes dont on l'accuse, elle aurait mérité un procès plus équitable. D'autant plus que vous avez relevé qu'il y avait une absence flagrante de preuves matérielles. Il n'y a eu bande sonore, ni d'autres vidéos. Rien pour confondre. Et qu'effectivement, les avocats de la défense n'ont pas eu, j'imagine, la tribune qui leur était due pour pouvoir honorer la justice ivoirienne. Et je déplore effectivement on peut confirmer que c'est la justice des plus forts sur les plus faibles. Alors, si tout cela avait été prédit à l'avance, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un Alassane Ouattara qui se présentera à l'élection présidentielle dans quelques mois, en octobre, donc qui pourrait arriver comme le sauveur, entre guillemets, de Simone Gbagbo, en lui accordant une grâce présidentielle, ce qui pourrait consolider sa présence sur le plan politique dans le pays et qui effectivement montrerait aux yeux de la communauté internationale qu'il est là pour créer l'apaisement et renforcer cette réconciliation nationale? Déjà, je ne crois pas en l'hypothèse de grâce présidentielle comme plusieurs observateurs le disent depuis quelques semaines, parce qu'il y a une volonté manifeste d'écarter les plus radicaux du FPI. Simone Gbagbo condamné à 20 ans de prison, Aboudraman Sangaré 5 ans de prison, Laurent Gbagbo qui sera vraisemblablement condamné avec Charles Blé Goudé à leur procès en juillet à la Cour pénale internationale. Donc il y a une sorte de volonté du camp Ouattara d'écarter tout ce qui est le camp des vainqueurs, oui, d'écarter tout ce qui est susceptible de les empêcher de gagner l'élection présidentielle. Maintenant, si grâce présidentielle il y a pour en quelque sorte sauver l'image d'Alassane Ouattara, je crois que ce sera à 2, 3, 4 semaines de l'élection présidentielle pour empêcher aux radicaux une éventuelle candidature, parce que là, en un mois, ils n'auront pas l'opportunité de construire de constituer le dossier, de participer à une présidentielle. Campagne présidentielle qui pourrait conforter l'opposition. Mon avis m'engage. Donc, exactement, Michel Épée, dernière chose sur cette question. Uriel Abaga, ce fameux porte-parole, je pense qu'il n'y aura pas de grâce avant la réélection d'Alassane Ouattara. Et je pense que pour apaiser un peu et peut-être de Guillaume Soro. Non, je pense que on n'a pas laissé loin. Non, je pense que juste après, j'imagine février 2016, elle sera sûrement graciée. Aziz Maïga est certainement déjà en train de nous attendre pour le 20h de ce soir. Nous lui remettons l'antenne et on se retrouve juste après son journal. À vous, Aziz Maïga. Retour sur ce plateau, merci Aziz Maïga. Nous revenons sur le plateau du 77 News avec le fait diplomatique, malaise au Nigeria depuis quelques jours après que les autorités ont fait part d'une conversation téléphonique entre le président Goodluck Jonathan et le roi Mohamed VI du Maroc, démenti sur le coup par le Maroc. L'État se retrouve au cœur de toutes les conversations alors que le Maroc a officiellement démenti cet appel puis rappelé son ambassadeur à Abuja. Un parti d'opposition, All Progressive Congress, demande au président nigérian de confirmer ou non l'existence de cette conversation téléphonique avec le roi du Maroc. Que se passe-t-il réellement? Le reportage d'Uriel Abaga. Le Maroc a annoncé mardi le rappel immédiat pour consultation de son ambassadeur au Nigeria. Le communiqué a été rendu public mardi par le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Entre les lignes de cette adresse diplomatique apparaît une sorte de prolongement d'un imbroglio entre Abuja et Rabat autour d'un appel téléphonique de Goodluck Jonathan à Mohamed VI, pourtant démenti par le président nigérian. Le royaume chérifien a regretté l'absence d'éthique et d'esprit de responsabilité du Nigeria.
Le week-end écoulé déjà, le cabinet royal avait annoncé le refus du monarque de prendre un appel de Goodluck Jonathan. À quelques semaines des élections générales au Nigeria, Rabat voit une tentative de récupération politique par le numéro 1 d'Abuja de l'électorat musulman de son pays, dont une grande partie est fondamentalement acquise à l'opposant Muhammadu Buhari. Le roi Mohamed VI agirait également de la sorte en raison des déclarations pro-Polisario de Goodluck Jonathan sur la question du Sahara occidental annexé par le Maroc. Plusieurs observateurs sont impatients de voir le dénouement de cette situation qui prend des airs de gel des relations entre la première puissance économique africaine et la monarchie parlementaire stable du nord de l'Afrique. Oui, à la bagarre, une situation pour le moins rocambolesque entre le président nigérian, Goodluck Jonathan, et le souverain marocain Mohamed VI. Y a-t-il eu ce coup de fil entre ces deux hommes d'État, Uriel Abaga? De sources officielles, le coup de fil n'a jamais existé. Si on s'en tient aux déclarations d'Abuja, mais du côté de Rabat, tout porte à croire que l'appel a vraiment eu lieu. Si on s'en tient aux déclarations de Rabat, du côté d'Abuja, il y a le président et tout son entourage apportent un démenti aux déclarations du cabinet royal de Mohamed VI. D'ailleurs, le week-end... Le cabinet royal de Mohamed VI qui dit que l'appel n'a pas eu lieu. Qui dit que l'appel n'a pas eu lieu. Exactement. Et Goodluck... qui dit que l'appel a eu lieu. Parce que pour les Marocains, l'appel a eu lieu, c'est... Une insulte au bon sens, c'est un manque d'éthique et un manque de responsabilité parce que c'est des choses qui ne doivent pas être dévoilées à la place publique. Et il y a du côté d'Abuja, c'est-à-dire au palais d'Assorok, chez Goodluck Jonathan, il y a un démenti. On nie l'existence de cet appel. Donc ça crée une sorte... ça ne crée pas, c'est quasiment un imbroglio entre ces deux nations parce que ce qui est quand même déplorable, c'est que le Nigeria est la première économie africaine. Le Maroc est, comme je l'ai dit dans l'élément, une monarchie parlementaire stable quasiment en Afrique. Donc c'est deux pays qui ont intérêt à normalement coopérer, à avoir de bonnes relations pour promouvoir les coopérations sud-sud. Donc c'est déplorable qu'il y ait ce genre d'atermoiement dans les relations entre deux pays aussi relativement fort, si on pourrait en sentir au point de vue africain. Alors, si je comprends bien, avant de donner la parole à Michel Épée, si je comprends bien, cet appel diplomatique entre le chef de l'État nigérian et le roi du Maroc a bel et bien eu lieu. Mais ce qui fâche les Marocains, c'est que cette conversation a été dévoilée par les autorités nigérianes. C'est bien cela? C'est normalement cela, mais la version officielle des Marocains ne me convainc pas. Parce que il dénonce une récupération de l'électorat musulman à quelques semaines de l'élection présidentielle. Il s'insurge contre un manque d'éthique, un manque de responsabilité, mais je crois que derrière les clichés diplomatiques et tous les beaux habillages qu'ils peuvent mettre à leur déclaration, il y a une vraie raison que j'aurai certainement l'opportunité sur ce plateau exactement. Moi, ce qui me retient un peu sur cette question, c'est de savoir si, Michel Épée, si l'appel a vraiment eu lieu ou pas. Parce que si l'appel a eu lieu, même si diplomatiquement, il n'aurait pas dû être dévoilé, on comprendrait. Mais on a l'impression que les Marocains font passer les Nigérians pour des menteurs. D'ailleurs, selon la déclaration des responsables de l'opposition, nous croyons fermement que cette question doit être traitée en urgence, a ajouté le communiqué, car jusque-là, tous les Nigérians, quelle que soit leur appartenance politique, resteront des menteurs aux yeux de la communauté internationale si effectivement le président Goodluck Jonathan ne rétablissait pas la vérité. J'ai l'impression, moi, que les Marocains nient toute existence d'appels de conversation téléphonique entre les deux hommes d'État. Michel Épée. Écoutez, quand je suis pour le moins stupéfait d'apprendre que pour un coup de fil, deux pays en arrivent à une situation aussi rocambolesque. Oui, rocambolesque. Je veux dire, à moins d'avoir été insulté sans raison ou de façon inventée. Mais je vais simplement rappeler que le roi Hassan II, le père de Mohamed VI, était fort soucieux à la fois pour son image, par rapport au Sahara occidental et également à ce qu'il considérait comme son honneur. Et que je peux rappeler qu'il a eu à se brouiller avec la France et plusieurs autres chanceliers occidentaux. Mais je ne pouvais pas imaginer que son fils retiendrait dans sa panoplie de caractère le côté ombrageux de son père. Mais cela dit,
pour apporter la piste qu'a emprunté Uriel Abaga, je pense effectivement que ça, ce n'est que de la poudre aux yeux. La raison fondamentale pour laquelle Rabat et Abuja se brouilleraient, d'autant plus que, comme il a dit aussi, la convergence d'intérêts à la fois économique et diplomatique est telle qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Je crois donc qu'il y a une raison beaucoup plus cachée. Il y a une raison effectivement beaucoup plus cachée parce que selon les déclarations des Marocains, les autorités marocaines ont qualifié d'allégation mensongère l'existence de cet appel, Uriel Abaga. Pour leur part, les autorités nigérianes ont publié un communiqué confirmant qu'il y a eu des discussions au téléphone entre Mohamed VI et Jonathan, précisant que cela s'est déroulé lors de sa visite à Paris, mais cela ne semble pas convaincre tout le monde au Nigeria. Pour revenir à vos deux affirmations, il y aurait anguille sous roche entre les deux pays. Cela s'apparente effectivement à la campagne présidentielle qui se déroule au Nigeria aujourd'hui et évidemment la situation au Maroc vis-à-vis du Front Polisario. Déjà le Maroc, selon les autorités marocaines, il y a une volonté de récupérer l'électorat nigérian, de l'État musulman du Nigeria. Ce que pour moi c'est une affabulation parce que fondamentalement au Nigeria, le musulman vote musulman, le chrétien vote chrétien. Parce que je vais peut-être rappeler qu'il y a une règle non écrite au Nigeria qui veut qu'à la fin du mandat d'un président chrétien, il soit succédé par un président musulman et vice-versa. Donc Muhammadu Buhari, qui est nigérian, qui est originaire du Nord, aura certainement 80-90% de l'électorat musulman. En plus, Boko Haram siège dans l'État de Borno qui se trouve au nord du Nigeria, fondamentalement musulman. Donc je ne crois pas qu'il y ait une volonté du Goodluck Jonathan de récupérer cet électorat fondamentalement musulman, et quand on sait que Goodluck Jonathan ne fait pas grand-chose pour libérer cette partie du pays, c'est annexé par Boko Haram. Ça veut dire qu'il perd nécessairement cet électorat. Mais fondamentalement, la question qui se pose, la question qui crée normalement toute cette brouille, je vais enfin m'avancer. Je crois que c'est la question du Sahara occidental. Parce que le Maroc est quasiment hostile à toute personne ou tout parti, tout État qui prend des positions pro-Polisario. Déjà, deux faits marquants se sont passés cette semaine. Le rappel de l'ambassadeur marocain au Nigeria et le rappel de l'ambassadeur l'ambassadeur ivoirien à l'ONU. Il a été rappelé par le gouvernement d'Abidjan. Ces deux faits distincts, mais qui ont des liens plus ou moins forts avec le Maroc. Parce que le Maroc rappelle son ambassadeur au Nigeria. Parce que pour moi, c'est du fait des déclarations que Goodluck Jonathan a eues récemment, dans lesquelles il était pro-Polisario. Il y a Alassane Ouattara qui rappelle son ambassadeur, M. Youssoufou Bamba, son ambassadeur à l'ONU, parce que pour des propos qu'il aurait tenus, selon lesquels il aurait dit que le Sahara occidental était le seul État, le seul territoire toujours colonisé en Afrique. Donc, il y a cette volonté-là toujours de ne pas fâcher le Maroc, cette volonté d'épouser la ligne du Maroc dans cette affaire pro-Polisario. Je vous rappelle, et je rappelle aux téléspectateurs qui ne savent pas que le Maroc est le seul État d'Afrique qui n'est pas membre de l'Union africaine. Ils se sont désistés en 1982, à l'époque, à la même année où la République arabe saoudite, sahraoui démocratique, créée par le Front Polisario, a intégré l'Union africaine. Donc, dans les relations entre le Maroc et les autres pays ont intérêt à ne pas prendre des positions pro-Polisario. Oui, je disais que Hassan II était sourcilleux et fort ombrageux lorsqu'il s'agissait du Front Polisario, qui, de son point de vue, le Sahara occidental, qui devait toujours rester dans le giron marocain. Et je crois que ce que Uriel Abaga révèle, c'est un secret de polichinelle, et la concomitance des événements entre le rappel de l'ambassadeur d'Abidjan à l'ONU et celui du Maroc participe du même fait. En clair, ça veut dire que vous vous rappelez quand vous venez justement, Edem Kodjo, secrétaire général de ce qui s'appelait l'Union africaine, avait dû démissionner avec fracas parce que le roi du Maroc, Hassan II à l'époque, avait fait pression sur tous ses pairs de Fouad-Boigny à Niakside et à des morts parce que, donc pour me résumer, je dirais effectivement que, pour rejoindre Uriel Abaga, que deux courants
se sont formés en 1982. Il y a eu des pro-Polisario et des pro-Royaume chérifien. Et que c'est à la suite donc de ce schisme, effectivement, que l'Organisation de l'Unité africaine a connu l'une des crises les plus mémorables de son histoire. Dans tous les cas, nous aurons la suite de cette brouille entre le Maroc et le Nigeria dans les tout prochains jours. Merci Uriel Abaga. Le temps d'ouvrir la page du fait sanitaire de cette émission. Une vingtaine de volontaires ont été vaccinés mardi lors de la présentation d'essais de vaccins dans un centre médical de la banlieue de Conakry. En tout, une cinquantaine de personnes ont été donc vaccinées en Guinée depuis le 7 mars, dont le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama, et le coordinateur national de lutte contre Ebola, le docteur Sakoba Keita. Ces essais ont pour objectif de vérifier l'efficacité et l'innocuité du vaccin contre Ebola sur la base du volontariat, de quoi réjouir les autorités sanitaires. Le compte-rendu de Marie-Angèle Gondo. Les essais sur le vaccin contre le virus Ebola ont débuté en Guinée, l'un des 3 pays les plus touchés par la maladie. Une séance de vaccination publique s'est déroulée mardi au centre médical communal de Ratoma. Le VSV Ebov en cours d'essai a été administré à une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine de volontaires, lors d'une présentation de ces essais dans ce centre de santé de la banlieue de Conakry. En acceptant, c'est parce que déjà je suis médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui est devant, qui reçoit les patients, et c'est nous qui devons donner l'exemple. Et c'est dans ce sens que je suis là aujourd'hui. Les essais ont pour objectif, selon l'organisation Médecins sans frontières, de vérifier l'efficacité et l'innocuité du vaccin contre Ebola. Le responsable de la coordination nationale de lutte contre la maladie en Guinée, vacciné samedi dernier, a indiqué qu'il ne présente aucune toxicité pour l'organisme. J'ai été le premier à recevoir ce vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola. Je me sens parfaitement bien. C'est vrai que le premier et le deuxième jour, j'ai eu un peu de courbature, notamment de la fatigue. Et la nuit, un peu de fièvre, mais j'ai pris l'ibuprofène qui m'a permis de corriger cet état. Je me sens mieux et pratiquement je me sens comme avant la prise de ce vaccin. Le VSV Ebov, l'un des vaccins les plus avancés contre le virus Ebola, a été mis au point par l'Agence de la santé publique du Canada. L'autre, développé par la firme britannique GlaxoSmithKline avec l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses, est testé depuis le mois de février au Libéria. Marie-Angèle Gono, bonsoir. Bonsoir, Carnot. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Eh bien, ce fait sanitaire, effectivement, les populations de l'Afrique de l'Ouest l'attendaient depuis plusieurs mois déjà avec cette épidémie qui a décimé les populations dans 3 pays, essentiellement le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Aujourd'hui, ces vaccins sont testés en Guinée. Il y a déjà celui lancé par la firme anglaise qui a été testé au Libéria. Alors, est-ce que les populations peuvent dormir tranquilles désormais? Quels sont les effets de ce vaccin? On ne peut pas dire que les populations peuvent dormir tranquilles. C'est vrai que des essais de ce vaccin augurent des lendemains meilleurs parce que le ministre de la Santé guinéen s'est fait vacciner en premier, ainsi que le responsable de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Donc, il faut dire que le vaccin présente des avancées et il est encourageant parce que pendant la séance de vaccination dans le centre de santé de Ratoma, une cinquantaine de personnes, des volontaires, ont participé au vaccin. Mais il faut quand même dire que sans dormir sur leur laurier, les populations peuvent commencer à espérer que le virus Ebola peut être vaincu. S'estompe. Michel Épée, est-ce qu'on peut dire que ce vaccin arrive à point nommé ou il arrive trop tard? Écoutez, Carnot, je disais déjà la semaine dernière, au cours de notre dernière émission, que c'est un peu la peur au ventre que nous avons démarré cette antenne et qu'il ne se passait un soir sans qu'on parle de milliers de morts et qu'on en était même à accréditer la thèse du complot que les Occidentaux auraient monté pour faire de l'Afrique un laboratoire pour leurs expérimentations. Alors, j'ai du mal à cacher mon plaisir de savoir que 6 mois plus tard, alors qu'on était à désespérer, il y a eu des vaccins qui ont été trouvés. Alors, pour répondre directement à votre question, je disais que l'espérance
s'enracine et que c'est possible. Je voudrais féliciter la communauté scientifique tout entière qui a pu trouver le vaccin pour vaincre cette maladie. Mais cela dit, pour autant, peut-on dire ce soir que les partisans de la thèse du complot ont là un cinglant démenti par rapport à les allégations, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, d'autant que, effectivement, même si ce vaccin est proposé, cela ne discrédite pas totalement, Michel Épée, cette thèse du complot, parce qu'on sait aussi ce qui peut être fait dans les laboratoires. On crée un virus et on trouve aussi le contre-virus, l'antidote, pour apaiser les populations et peut-être alimenter... effectivement. Oui, c'est possible, mais dans le cas présent, je préfère rester positive et espérer que ce vaccin, il est réel, qu'il ne sera pas tripatouillé et qu'il sera vraiment mis à la disposition, il est vraiment mis à la disposition des populations africaines, notamment de ces pays touchés. Parce qu'on se rappelle que le virus, il a fait déjà un peu plus de 6000 morts. Et le Libéria a été le pays le plus touché avec plus de 4100 morts. Donc, au regard de cette catastrophe humaine, je ne pense pas que, bien que le capitalisme soit de plus en plus violent et sauvage, mais quand même, je ne pourrais pas penser que, au regard de tout ce qui s'est passé, toutes les réunions qui se sont tenues, tous les appels lancés à la communauté internationale par les dirigeants de ces pays et même par d'autres dirigeants africains, que la communauté scientifique puisse seulement rester là à tirer du bénéfice du malheur de ces populations africaines. Je préfère penser que ce vaccin, il est réel. Alors, et si on faisait un lien entre l'appel au plan Marshall et l'arrivée tout à fait subite de ce vaccin sur Michel Épée, sur la scène sanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Y a-t-il un lien qu'on peut faire? Pourquoi c'est au moment où on appelle à un plan Marshall pour les pays qui ont été touchés que subitement ce vaccin est proposé et qu'on commence à faire des essais cliniques qui font plaisir même au ministre de l'économie, au ministre de la Santé guinéen? Je serait dans la logique humaniste de Maria Jengono en pensant que... Vous ne pensez pas qu'ils ne veulent pas mettre en place ce plan Marshall? Non, les trouver capables du pire, mais enfin, je peux pas imaginer. Le concomitance entre ces deux événements semble accréditer l'idée qu'effectivement, dès que les points de dollars ou d'euros ont été annoncés, subitement le vaccin est arrivé. Oui, je ne peux pas l'imaginer. Une seule seconde. Alors, Marie-Angèle Ngono, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ces pays, en termes de population, ont pu totaliser comme perte sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan... Sur le plan humain, comme je le disais tout à l'heure, la région tout entière, elle a enregistré plus de 6000 morts déjà. Et le Libéria, le pays le plus touché, avec 4100 morts. Sur le plan économique, la région a perdu 12% de son PIB. Donc, vous imaginez un peu. Et d'où cette réunion de Bruxelles qui a permis aux différents chefs d'État de demander des financements, d'appeler le Fonds monétaire international et la Banque mondiale de soutenir les économies des pays de cette région et puis de trouver des financements pour le personnel sanitaire et pour le matériel médical. Donc, c'est dire que l'appel a peut-être été entendu avec l'adoption du plan Marshall. C'est vrai qu'il n'a pas encore déjà été adopté parce qu'il y aura d'autres réunions, il y aura une autre rencontre entre le 18 et le 16 et le 18 avril prochain à la demande de la communauté internationale. Et puis vers le mois de juin, il y aura également une réunion des Nations Unies, toujours sur Ebola. Alors, et dernière question sur ce fait sanitaire. Est-ce qu'il y a des résurgences de maladies depuis quelque temps? Est-ce qu'on peut encore compter le réveil du virus à travers certaines villes du pays? Pour l'instant, jusqu'ici, aucun autre cas n'a été détecté, aucun autre cas n'a été enregistré. Donc, c'est dire que... Mais la communauté scientifique et sanitaire continue d'appeler à la vigilance, à la prise des précautions nécessaires afin
de contrer le virus Ebola. Merci Marie-Angèle Ngonon. Je vais tout de suite me tourner vers Michel Épée qui va nous faire la lecture de la revue de presse internationale de cette semaine qui concerne plusieurs magazines hebdomadaires à l'instar de Jeune Afrique. Michel Épée, alors qu'est-ce qu'on peut retenir cette semaine dans ces différents magazines? Alors Carnot, après un temps d'absence, la revue de la presse internationale refait son apparition dans votre émission 7-to-7 News. Au milieu de cette édition, nous commencerons par l'hebdomadaire Jeune Afrique daté du 8 mars 2015. Pour le journal panafricain basé à Paris, sous la plume de Pierre Boisselet, est dressé un portrait de Robert Mugabe dont la photo barre la une du périodique. Le titre pour le moins évocateur, l'homme qui n'aimait pas les blancs et inversement, annonce déjà le contenu de l'article. Ainsi, Pierre Boisselet y mentionne qu'avec une voix aux accents oxfordiens ou cambodgiens, Robert Mugabe hérite depuis 2 décennies tout ce que l'on compte d'homme bien né, si doctement prononcé, ajoute-t-il, des discours du leader zimbabwéen ne cessent d'invectiver la même cible, The White. Ces blancs qui, dans la bouche, sont devenus presque synonymes d'impérialisme et de colonialisme, d'autres adjectifs, donc Robert Mugabe s'en est fait le champ. Ce n'est pas tout. Pierre Boisselet s'en donne à cœur joie. Il rappelle que Robert Mugabe, pour célébrer son 91e anniversaire, après avoir été renforcé quelques temps auparavant par son élection à la présidence de l'Union africaine, est allé encore plus loin. Ainsi, à quelques encablures des chutes du lac Victoria, au lieu de tourisme où la famille royale britannique séjourna jadis, le président zimbabwéen s'est attaqué à un symbole auquel il s'est l'Occident attaché, c'est-à-dire la grande faune africaine. De l'éléphanto a été servi au déjeuner, tandis que des cadavres de crocodiles et de lions fraîchement tués étaient exposés. Devant les quelques 20 000 participants à une fête à $1 million, Mugabe s'en est pris avec malice aux propriétaires de réserves animalières. Le Zimbabwe a beaucoup de safaris, la plupart sont détenus par des Blancs. Et à tous ces propriétaires terriens, nous leur disons qu'ils doivent partir. Il n'y a pas de place pour eux ici. Quant à Afrique Magazine dirigé par Jean Lima, il se fait l'écho de la situation politique en RDC. Sous la plume de Jean-Michel Denis, on y lit que le débat sur la présidentielle de 2016 s'enlise, tandis que des émeutes conjuguées à une réelle crise sociale mettent en difficulté Joseph Kabila. En 9 questions, l'auteur de cet article tente de décrypter la situation pour les lecteurs. S'agissant du mensuel La Revue, dans un article intitulé « Pétrole », l'Arabie Saoudite déclare la guerre. Renaud de Rochebrune, Olivier Barbeau, y affirme qu'en quelques mois, le baril du pétrole a perdu plus de la moitié de sa valeur. Pour répondre à la question, la surproduction suffit-elle à s'expliquer ce phénomène? Ils ont interrogé Pierre Tarzian, l'un des meilleurs spécialistes des hydrocarbures de l'heure. Ce dernier y affirme que la chute des prix est délibérément orchestrée par les Saoudiens et ne saurait s'expliquer uniquement par des facteurs économiques. Quant au monde diplomatique, daté du mois de mars 2015, nous y avons sélectionné pour nos téléspectateurs un article riche de révélations. Il a trait à ce qui est considéré aujourd'hui comme l'un des grands scandales financiers planétaires de ce début d'année 2015. Avec comme titre Swiss League ou la grande évasion, Ibrahim Wardé, professeur émérite à la Fletcher School of Law en diplomatie, université située dans le Massachusetts, y écrit: pour lutter contre la fraude, le fisc rejoint à l'infini la scène où le mari de Shanghai, un film diffusé en 1947, poursuit son épouse dans le palais de glace imaginé par Orson Welles. À chaque fois qu'il pense là-bas d'un coup de revolver, c'est un miroir du labyrinthe qui s'effondre. Les amants s'enfuient par une porte dérobée. Les limiers de l'affaire Swiss League n'échapperont probablement pas à ce scénario. Déclenché à la suite de la soustraction par l'informaticien Hervé Falciani de fichiers appartenant à la HSBC Private Bank, filiale sud de l'établissement britannique, cette affaire apparaît toutefois inédite par son ampleur. Pas moins de 106 000 comptes sur une période allant de 2005 à 2007, épluchés par 154 journalistes de 60 médias issus de 47 pays. Ibrahim Wardé, dans le même papier, se fait encore plus précis. Ainsi, s'interroge-t-il: qui trouve-t-on sur les listes saisies par Bercy en 2009 et transmises depuis plusieurs administrations étrangères? Des capitaines d'industrie, des dirigeants politiques, des monarques, notamment le roi du Maroc et de Jordanie, des vedettes du spectacle ou du sport, mais aussi des trafiquants d'armes et de stupéfiants, ainsi que des financiers soupçonnés d'accointants terroristes. Une intention commune dans la plupart des cas, échapper à l'impôt. De toute évidence,
Ces dernières révélations, embarrassantes pour le système financier suisse international, s'inscrivent dans la lignée d'autres fuites comme Offshore Leaks en 2013, LuxLeaks en 2014, qui révélaient déjà l'étendue de l'évasion fiscale vers les paradis éponymes, le Luxembourg en particulier. Mesdames et messieurs, cette revue de la presse a été quelque peu longue. Pardonnez-nous, c'est un retour fracassant que nous souhaitons faire. Et nous, elle est à présent terminée. Nous donnons rendez-vous à la prochaine semaine. Merci Michel Épée, merci d'avoir lu pour nous la presse internationale. Nous passons tout de suite sur le fait culturel en vue d'encourager les réfugiés centrafricains du Cameroun à repartir contribuer à la reconstruction de leur pays. Les artistes centrafricains ont donné un showcase dans la ville de Douala. Celui-ci permettra de récolter des fonds afin de financer le retour des uns et des autres à Bangui et dans les autres localités de la République centrafricaine. Roland Jacot. Des artistes centrafricains ont donné un concert de musique à Douala au Cameroun dans le but d'encourager les réfugiés centrafricains à rentrer pour reconstruire le pays. Je crois que c'est une soirée qui a permis de resserrer les liens de convivialité entre les compatriotes et de donner espoir aux réfugiés qui sont ici qu'ils peuvent rentrer au pays pour participer au processus du forum, au processus de la réconciliation et de la paix dans notre pays. Plusieurs milliers de Centrafricains se sont réfugiés dans la ville de Douala, mais beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions difficiles et veulent rentrer, mais n'en ont pas de moyens. Cette soirée-là est dédiée à tous les Centrafricains qui sont exilés et qui désirent rentrer chez eux mais qui n'ont pas les moyens. Selon les organisateurs, les fonds récoltés serviront à louer des camions qui seront mis à la disposition des réfugiés qui voudront rentrer dans leur pays. Apparue au cours de l'année 2013, la troisième guerre civile centrafricaine a fait beaucoup de victimes de réfugiés qui réclament le retour de la paix. Ce concert est dû au retour au normal pour la paix en Centrafrique, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Parce que de nos jours actuels, ce que le peuple centrafricain désire, c'est la paix. Le Cameroun accueille le plus grand nombre de réfugiés centrafricains. La plupart d'entre eux sont installés dans au moins 314 sites et villages dispersés dans les régions de l'Est et de l'Adamawa, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Roland Jacot, bonsoir. Salut Carmo. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez suivi cette actualité, hein, ce showcase organisé à Douala, je suppose, par les artistes centrafricains oui, qui voudraient récolter de l'argent, de fonds pour pouvoir faire partir leurs compatriotes à destination de Bangui et dans d'autres localités de la République centrafricaine. Oui. Alors, comment est-il venu à l'idée de ces organisateurs de mettre en place ce showcase pour améliorer, améliorer la bourse de leurs compatriotes? Il faut dire que depuis la guerre civile qui a commencé en République centrafricaine et depuis 2013, il y a une forte communauté centrafricaine qui se retrouve au Cameroun, notamment dans la ville de Douala. Donc du coup, cette forte communauté se retrouve de temps en temps, de temps à autre. Et comme on sait que le pays est en voie de stabilité, de rentrer dans la stabilité, il y a justement ces Centrafricains qui éprouvent l'envie de retourner dans leur pays. Mais toujours est-il qu'on n'a pas une capacité financière qui nous permet de pouvoir nous offrir le luxe de retourner souvent d'où nous revenons. Parce que c'est la guerre qui, il faut le rappeler, c'est la guerre qui fait en sorte que les Centrafricains se retrouvent du côté du Cameroun. Donc c'est pas de gaieté de cœur qui se sont retrouvés là-bas. Alors, constatons le fait qu'il y a cette communauté centrafricaine qui a le désir, qui éprouve le désir de retourner à Bangui ou encore dans d'autres localités de la Centrafrique. Il y a justement les organisateurs de cet événement qui se sont dit c'est mieux, puisqu'il y a des artistes, parmi ces réfugiés, il y a des artistes centrafricains qui résident à Douala, c'est mieux de donner un spectacle qui permettra de récolter les fonds afin de pouvoir louer des camions ou encore des bus qui pourront permettre à ce que ces Centrafricains qui sont dans la ville de Douala, qui n'ont pas assez de moyens financiers pour retourner chez eux, puissent
le faire sans problème, parce que le pays en a besoin pour la reconstruction, et nous tous nous savons que la culture fait partie des facteurs de réconciliation ou encore de reconstruction dans des pays qui ont connu la guerre. Alors Michel Épée, cette situation en République centrafricaine, on le sait, une délégation onusienne vient de séjourner à Bangui pour voir l'état des lieux, savoir à quel niveau se trouve le processus de transition, savoir à quel niveau se trouve le processus d'amélioration de la sécurité au sein des frontières centrafricaines. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les choses vont de mieux en mieux en République centrafricaine? Mais écoutez, je pense qu'au-delà de l'agenda politique qui a été décliné par les instances internationales, avec au premier rang desquelles on trouve les Nations Unies et l'Union africaine, je pense qu'il y a une espèce de paix des braves. Et au-delà des extrémistes que nous avons connus au début de cette crise. Et donc, si je ne peux pas affirmer de façon péremptoire que tout est bien dans le meilleur des mondes, je peux au moins dire qu'effectivement, ces derniers temps, il y a un processus de normalisation qui est mis en place. Déjà, on a vu les derniers résultats économiques. On a vu que l'économie centrafricaine était en train de retrouver quelque peu les chemins de stabilité, de reprendre le problème comme vous le dites. Et je pense que d'un point de vue strictement politique, les principaux acteurs essayent tant bien que mal de respecter la feuille de route qui a été donnée par la communauté internationale. Alors, mais de là à dire effectivement que le conflit est terminé, je pense que ce serait aller vite en besoin. C'est une autre paire de manches. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, le pays est dans un processus de stabilité. Donc ils vont vers ils ont une démarche qui permet en sorte que les Centrafricains ressentent le désir de retourner chez eux. Parce qu'il y a de cela quelques mois, c'était pas ça. Ils étaient à Douala, malgré les difficultés financières ou encore les difficultés sociales que ces personnes pouvaient rencontrer. Il y avait quand même cette crainte-là de retourner à Bangui ou encore dans d'autres villes de la Centrafrique. Mais aujourd'hui, ils ont éprouvé ce désir de retourner en Centrafrique. Donc ça veut dire que la procédure, même si elle n'est pas totalement claire, même si ce n'est pas encore le pays, la République centrafricaine qu'on a connue avant la guerre civile qui arrive en 2013, il y a quand même cette envie de retourner et de pouvoir reconstruire le pays. Et cette initiative vient s'ajouter à d'autres initiatives que le gouvernement centrafricain même avait déjà entrepris du côté de Bangui, en organisant des kermesses permettant aux uns aux autres de sortir, de revenir encore dans les villes tard la nuit. Pour essayer de normaliser la situation, parce que c'était rare. On ne voyait plus des gens dans les rues de Bangui à partir de 18h, 19h, mais une kermesse qui s'est déroulée entre 15h et voire jusqu'au petit matin a permis en sorte que les Centrafricains se retrouvent, qu'ils puissent encore avoir cette communion entre des personnes qui partagent un peu la même culture, les mêmes envies. Et donc il y a eu une sorte de reprise de confiance au sein des populations centrafricaines qui est contagieuse aujourd'hui et qui emmène les Centrafricains réfugiés au Cameroun à organiser des manifestations pour pouvoir récolter de l'argent et faire voyager leurs compatriotes qui sont sur place pour aller reconstruire le pays qui petit à petit est en train de se stabiliser, se relever, même s'il y a encore quelques accrochages au sein des ex-Seleka et tout le reste, nous en reparlerons une prochaine fois. Merci Roland Djakou. Le sport, le fait sportif de la semaine, le Paris Saint-Germain a enfin réalisé l'exploit européen après lequel il courait pour légitimer ses immenses ambitions en éliminant Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions mercredi avec un cœur et un panache inadmirable pour le moins. Les joueurs parisiens ont obtenu une triple récompense pour eux-mêmes, pour leurs dirigeants et pour leur entraîneur dans l'approche et la gestion de ce match retour de la Ligue des Champions contre Chelsea. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a pris sa revanche sur José Mourinho et marqué des points pour la suite. Suivons ce reportage de Willy Tonango et de Bambera et Uriel Abaga viendra faire l'analyse. Ce n'est qu'une qualification pour les quarts de finale, la 3e d'affilée pour Paris, mais elle a une saveur incomparable, celle de la revanche sur les Blues de José Mourinho. Après l'élimination sans défaite face à Barcelone 2-2 et 1-1, après le but fatal à la 88e minute la saison dernière contre les Blues, Paris semblait parti pour découvrir une nouvelle cruauté de la Ligue des Champions. Car les hommes de Laurent Blanc sont revenus de tout hier. De l'expulsion d'Ibrahimovic dès la demi-heure de jeu, de l'ouverture du score de Cahill à moins de 10 minutes du terme 2-1, concédé sur penalty en prolongation, mais aussi de tous les coups généreusement distribués par l'équipe de Chelsea qui, Diego Costa en tête, a occupé une bonne part de son temps à pourrir le match.
Hier, c'était soirée brésilienne et ce sont successivement David Luiz à la 86e minute, puis Thiago Silva à la 114e, à chaque fois de la tête, qui ont endossé le rôle de casque d'or, comme pour oublier leur calamiteuse Coupe du Monde 2014. En étant juste, la qualification de Paris est méritée sur les deux confrontations, je trouve. Parce qu'au niveau du jeu, on a eu beaucoup plus l'intention de jouer que cette équipe de Chelsea. On s'est procuré beaucoup plus de situations dangereuses. Et au final, c'est pas incorrect que ce soit Paris qui soit qualifié. Pour Mourinho, le spécialiste de la guerre des nerfs, la qualification de Paris est méritée, vu que le Paris Saint-Germain a été dominateur dans les airs et sur terre. Ils avaient de l'expérience, ils étaient bons et je pense qu'ils le méritent. Nous méritons d'être punis avec cette défaite match nul. En route pour un triplé national et qualifié pour les quarts de finale, Laurent Blanc est en train de construire un beau bilan. Oui, Alabaga, merci d'être revenu sur ce plateau. Nous n'avons que 5 minutes, Michel Épée, pour terminer cette émission. 5 minutes. Oui, Alabaga, est-ce qu'on peut dire que la soirée de mercredi est la soirée pour Laurent Blanc, la soirée la plus émotive de sa carrière d'entraîneur? Je crois que oui, je vais le dire, c'est la soirée la plus émotive de sa carrière d'entraîneur. C'est vrai qu'il a réussi l'exploit du temps où il était entraîneur de Bordeaux, de qualifier les Girondins pour un quart de finale de Ligue des Champions. Mais entraîner le PSG avec ses ambitions démesurées et parvenir à éliminer un Chelsea entraîné par le monstre José Mourinho, c'est quasiment, je veux le dire, c'est sa plus belle soirée européenne. Sa plus belle soirée, Michel Épée, vous êtes d'avis? Écoutez, tous les spécialistes accordent à dire qu'il y aura un avant Laurent Blanc, un après Laurent Blanc. Je pense que dans sa carrière, il manquait ce bâton de maréchal qui fait effectivement qu'on est respecté à la fois par le public, on est respecté par ses propres joueurs. Et par ses détracteurs même. Et par ses détracteurs. Et je crois donc que cette journée s'inscrit, j'imagine, dans d'autres, j'espère pour lui, qui pourront faire en sorte qu'il soit un grand entraîneur. Et par rapport au footballeur aussi émérite qu'il a été. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Mourinho dans ce cas-là? Sur ce match, je crois que José Mourinho, et partant de toute son équipe, Chelsea et son entraîneur, ils ont affiché une sorte de suffisance. C'est mon avis. Parce qu'au vu de la rencontre, j'ai vu un Paris Saint-Germain vraiment engagé, des récupérations de balles en milieu de terrain, des Matuidi, des Pastore, des Verratti qui étaient vraiment omniprésents au milieu de terrain. Thiago Silva et son compère brésilien de l'axe de la défense, David Luiz, qui font un match vraiment mémorable. Il aurait fait ce match contre le Brésil à la Coupe du Monde. Contre l'Allemagne à la Coupe du Monde, je crois que le Brésil n'aurait pas pris 7-0. Et Chelsea qui était plutôt laxiste, plutôt attentiste et qui se disait certainement dans sa tête que bon, c'est Paris Saint-Germain, c'est nous les favoris, nous sommes chez nous à Stamford Bridge et ils ne peuvent pas jouer comme ça pendant 120 minutes. Au bout d'un moment, ils finiront par craquer. Donc je crois que c'est cette position que Chelsea avait et grand mal leur en a pris parce qu'à la fin, c'est eux qui sont sortis de la compétition. Que dire de ces pressions que Mourinho a exercées sur le trio arbitral bien avant même le coup d'envoi de cette rencontre? Et on connaît José Mourinho. C'est son style caractéristique. Oui, familier à la fois de coups de poker, de coups de bluff. Et je pense que ça participe de sa panoplie pour intimider l'adversaire. Mais pour enraciner ce que dit Auriel, je pense que le Paris Saint-Germain était venu se qualifier. Et la détermination dont elle a fait preuve ne dément pas les propos que je suis en train de tenir. D'autant qu'ils étaient en infériorité numérique. Et donc, ils avaient le feu sacré. Voulant découdre. L'Europe entière d'ailleurs salué la prestation parce qu'après le match, j'ai vu quelques réactions de footballeurs, d'entraîneurs et de fans de football sur Twitter. Il y a par exemple l'anglais Wayne Rooney, le capitaine de Manchester United, qui a déclaré sur son compte Twitter que le match Chelsea-Paris Saint-Germain, le match retour de mercredi, était la plus grande prestation qu'il a vue pour une équipe qui jouait à 10 contre 11. Alors, il nous reste juste quelques secondes, Uriel Alabaga. La suite de cette compétition qui se déroulera le mois prochain, je suppose. La semaine prochaine. La semaine qui commence demain. Voilà. Alors, quelles sont les équipes qui vont s'affronter? Il y a le FC Barcelone qui accueillera Manchester City
Je crois, le jour, je ne sais pas exactement parce que déjà, je suis beaucoup plus politique que sport. C'est Willy Tonangoy qui aurait eu le soin de nous dire les dates exactes. C'est Barcelone qui accueille Manchester City et le club anglais, champion d'Angleterre, est en ballottage défavorable. Donc on risque de voir un autre club anglais éliminé. Et le lendemain ou le jour d'avant, il y a Arsenal qui joue contre Monaco au stade Louis II de Monaco. Arsenal a perdu 3-1 au match aller. C'est vrai qu'Arsenal est plus habitué à la Coupe d'Europe, mais quand même 3-1, c'est un handicap un peu lourd à domicile. Non, ils ont perdu à domicile. Il y a 2 semaines à l'Emirates Stadium. Et aller gagner 2-0 avec ce Monaco qui est ultra compact, difficile à atteindre, c'est une prestation un peu inenvisageable malgré le bagage européen d'Arsène Wenger. Il y a l'Atlético Madrid qui recevra le Bayer Leverkusen. Bien qu'ils ont perdu 1-0 à l'aller, on connaît Diego Simeone, on connaît la hargne de ces chiens fous de l'Atlético Madrid. Eux, on peut penser qu'ils peuvent renverser la vapeur. Et le Borussia Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang qui recevra la Juventus de Turin. Malgré leur défaite, je crois que le match est encore ouvert parce que poussé par son public, poussé par ses ultras, je crois que le Borussia Dortmund peut faire une performance admirable contre... Merci Uriel Labega, et on imagine que la semaine prochaine va être une semaine de folie du point de vue footballistique sur le continent européen. Merci Michel Épée d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir renouvelé. J'espère vous retrouver ici sur cette même place la semaine prochaine. Merci à vous d'être resté avec nous. À la semaine prochaine.